Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr. Ingrid Follem, qui est une médecin de famille qui travaille en Outaouais. Elle travaille par contre aussi beaucoup en obstétrique et en maternité, donc elle fait des accouchements, elle suit des grossesses, etc. Ouais, puis ça a vraiment été le fun de la recevoir. Là. Dans le fond, c'est une pratique qui est quand même vraiment intéressante d'avoir quasiment la majorité de sa pratique est avec justement la population obstétricale, maternité et tout. Mais de quand même, elle a vraiment amené des bons points pourquoi elle a mis la médecine familiale, de la proximité qu'elle avait avec ses patients, puis de la flexibilité de pratique là, qu'elle pouvait avoir selon ce qu'il tentait, puis comment qu'elle pouvait faire varier ça au cours de sa vie si elle voulait. Là. Donc ça donne le goût d'aller à la médecine familiale encore une fois. Bon épisode! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup, Dr. Follem, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, nous, on aime ça partir du début. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine? Du plus loin que je me souvienne, il me semble que j'ai pas vraiment voulu faire d'autres choses dans la vie. Mais, tu sais, j'ai été rapidement, tôt dans ma jeunesse, tu sais, bon, t'es bon à l'école, fait que la possibilité s'offre à toi, fait que tu peux au moins plus facilement peut-être y rêver ou y penser. Puis j'avais quelqu'un comme rapidement dans mon entourage qui étudiait en médecine quand j'étais au secondaire. Là. Donc, c'est de là que c'est parti. Là. Puis c'est où vous êtes rentré direct après le cégep? Ou? Non. OK. Non, ça aurait été fun, là, le chemin facile. Non, j'ai appliqué après le cégep dans toutes les universités au Québec. Puis j'ai eu comme une entrevue à McGill, je pense. Puis bon, mon anglais, c'était yes, no toaster, là, je vis au Québec. Je me débrouillais un peu parce que j'avais fait un stage à Londres, là, mais c'était tout. Là. C'est que la communication anglophone n'était pas... ça n'a pas passé, je pense. Donc, après ça, j'ai été en biochimie à l'Université d'Ottawa parce que la dite personne qui était mon inspiration avait finalement réussi à pratiquer en Outaouais. Donc, ça avait comme amené un peu une partie de ma famille en Outaouais. Puis là, je me suis dit, à cet âge-là, quand on sort du cégep, on veut encore être comme tout le monde. Excusez-moi. La COVID! Je me suis étouffée avec ma salive, ça n'a pas bon sens. J'essaie de me retenir, c'était pire. C'est bon. Et c'est arrivé en Outaouais, désolée. Puis, c'est ça, en fait, tu veux être un peu comme tout le monde. Fait que je dis, en Outaouais, à Ottawa, tout le monde doit faire un bac avant. Fait que je vais être comme tout le monde. Fait que j'ai appliqué en biochimie là. J'ai pas appliqué au Québec en biochimie. Ah ouais. Non, juste à Ottawa. Puis, fait que là, j'ai été acceptée. Puis, à chaque année, je continuais à me faire dire non. Puis j'ai jamais eu après ça d'entrevue jusqu'à temps que là j'essaie de me trouver un plan B. Puis je savais à ce moment-là que je voulais que ça soit scientifique là. J'aimais beaucoup les sciences, la biologie, la chimie, ces choses-là. D'où mon intérêt pour la biochimie. Puis je voulais que ça soit dans un milieu hospitalier. C'est ce que j'avais découvert là, en me posant des questions. Fait que là, j'avais appliqué en pharmacie. J'avais été acceptée à l'Université Laval en pharmacie. Puis, cette année-là m'a permis aussi d'aller chercher d'autres bases. T'sais. Fait que la biochimie, quand on regarde Biomed, là, j'avais toute ma base biochimique. Là. Puis, après ça, j'étais allée chercher toute pharmacodynamie, pharmacocinétique de la pharmacie. Fait que je trouve vraiment que j'ai été bien préparée par mes choix. Fait qu'ils ont bien fait de ne pas m'accepter pendant 5 ans. Donc, mais après ça, là, j'ai appliqué avec un bac complet. Donc, j'avais plus mes notes de secondaire puis de cégep. Puis là, j'ai eu des entrevues. Puis là, j'ai finalement été acceptée à l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke. Ouais. Fait que puis en rentrant en médecine, est-ce que vous saviez un peu dans quoi vous vouliez vous enligner? Pas en tout.
Du tout. Fait que, ouais, c'est la mienne. Je sais pas ça. C'est pas grave. Donc, non, pas du tout. Je me suis laissée un petit peu Ben, c'est sûr que j'avais la personne qui m'inspirait beaucoup pour la médecine. Je vais l'éteindre parce que c'est notre réunion de CMDP ce soir en ce moment. La technologie. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. Donc, elle est pédiatre. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt envers la pédiatrie. Je savais ça déjà, mais sans plus. Là, je voulais me laisser... je pense que rapidement, j'ai pu dire que j'étais plus médicus que chirurgicale. Mais encore là, c'était difficile. Là. C'était pas clairement... déterminée. Puis qu'est-ce qui vous a fait pencher vers la fin, vers la médecine de famille? C'était l'écriture des lettres de motivation. Parce que en fait, finalement, j'ai hésité à la dernière minute là, entre la médecine interne puis la médecine de famille. Donc, on voyait déjà que j'avais comme la généralité, le général en tête. Là. Je voulais pas juste aller vers un organe, on va dire, là, ou me limiter. Puis là, ben après ça, tu sais, quand il est venu le temps d'écrire les lettres de motivation pour les entrevues, tu sais, j'ai essayé, j'étais sûre que je m'en allais en médecine interne, puis que la médecine de famille, c'était mon plan B. C'était au pire... Un peu comme, je suis pas mal sûre que c'est encore ça, là. Tu sais, c'est le choix de dernier recours, on dirait, là. Il reste toujours de la place, fait qu'on est sûr de rentrer. Tu sais, malheureusement, ça devrait pas être ça, mais je pense que ça l'est encore, puis ça l'était il y a comme 15 ans. Donc, je m'étais dit, ben au pire, je vais aller en médecine de famille, mais finalement, en écrivant mes lettres de motivation, j'ai réalisé que... ben écoute, tout était comme ah non, ça je vais garder ça pour la médecine de famille, ça je vais garder ça pour ma lettre de médecine de famille. Puis finalement, je fais comme ben regarde, je vais faire ma lettre de médecine de famille. Puis là tout j'aime si ça. Ça coulait, là. Puis là j'ai regardé ma lettre qui était toujours blanche de médecine interne. Puis je me suis dit bon ben je pense que le choix est clair. Puis je me suis même pas présentée aux entrevues. Puis tu sais c'était clair comme ça là. Ouais. Wow. Ok, Ouais. c'est quand même c'est la première fois qu'on entend ça que c'est en écrivant les lettres vraiment que. Ouais. Mettant sur papier, des fois, ça peut aider, j'imagine. Ouais, c'est sûr que dans mon parcours d'externat, je pense que, tu sais, c'est vraiment bizarre, là, alors que maintenant, ma force, tu sais, que j'ai découvert au travers des années, là, je croyais que c'était ma pire qualité, là. Donc, l'interaction avec les patients, je voulais pas avoir d'interaction avec les patients. J'étais gênée, j'avais pas confiance en moi. Puis, fait qu'au début, c'est drôle, j'avais appliqué, je commençais mon externat avec deux choix optionnels. J'avais choisi radiologie puis anesthésie. Comme, ils vont être soit pas là ou endormis. Excusez, je viens de imager, là, de vulgarisation de ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, mais finalement, ma quantité de caféine a vraiment augmenté durant ce que je m'endormais. Ah ouais. Puis là, j'ai réalisé que, non, tu sais. Puis ensuite de ça, je suis allée en pédiatrie. Mon 3e stage, c'est la pédiatrie. Puis là, j'étais super stressée puisque c'était la première fois que j'avais des contacts avec des patients. Puis, ben, il fallait que je passe par les parents. Puis je pense que à quelque part, ma petite voix me disait « faut que tu ailles en pédiatrie », comme, tu sais, ton idole est pédiatre, donc deviens pédiatre, tu sais. Je m'étais mis, je pense, des attentes vraiment élevées, puis ben, ça n'a pas super bien été mes stages. Fait que je pense que ça l'a comme... Mais je voulais continuer à faire de la pédiatrie. Puis c'est ça l'affaire, c'est ça que je pense qui est arrivé dans chacun de mes stages d'externat. C'est comme, ça, j'aime ça, tu sais, j'aime la psychiatrie, j'aime la pédiatrie, j'aime... La chirurgie, j'aime vraiment ça. Je suis très technique, j'aime les actes techniques, mais je détestais la salle d'opération, juste comme... Mais je pense que ça, c'est toute, tu sais, ma personnalité. C'était pas tant mes aptitudes ou tout ça, mais tu sais, je me sentais comme alarmée, comme... Tu sais, les premières fois que tu rentres, j'avais pas cette confiance-là en moi pour faire face à ça pendant le restant de ma vie, là. La hiérarchie, puis être entre 4 murs aussi, peut-être. Ben, je pense que probablement externe, mais ça commence R1, R2. Tu sais, quand est-ce que tu arrêtes de te sentir jugé de à quelle hauteur tu mets tes mains, puis t'es-tu bien brossé, puis tu tiens-tu la pince, puis tu coupes-tu à la bonne hauteur, puis l'angulation de tes ciseaux. Ça,
je savais pas combien de temps j'allais pouvoir endurer cette pression-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est probablement pas pour moi. Mais c'était un petit peu tout ça. Puis, tu sais, je voulais un petit peu de tout. Fait que je pense que c'est ça que j'ai dit un petit peu dans ma lettre, tu sais. Puis finalement, au travers du contact avec les patients, puis tu apprends à les questionner, puis mais là, j'ai réalisé que je ne suis pas si mauvaise que ça avec les patients. Puis maintenant, ben, je pense vraiment que c'est ma force, le lien de confiance que je développe avec mes patients. Fait que c'est ça. C'est un peu mon parcours, là. Puis là, vous êtes allé faire votre 2 ans en médecine de famille. Ouais. Puis après ça, vous avez fait une formation supplémentaire. Non. OK. Vous avez fait 2 ans. Ouais. Puis en fait, tu sais, étant donné que j'aimais beaucoup, tu sais, l'urgence, les techniques, je me suis dit, je vais appliquer à un endroit, tu sais, je vais appliquer où je peux faire de la médecine d'urgence puis des soins intensifs. Parce que là, les soins intensifs, je peux être médecin de famille et être comme interniste. Tu sais, intensiviste, tu sais, c'est peut-être pour ça que ça m'intéressait, la médecine interne, parce que là, je me voyais mettre tu sais, des canules artérielles, puis des drains, puis intuber, puis tout ça, tu sais, comme ce qu'on voit de l'interniste aux soins intensifs. Fait que je me suis dit, hey, je peux faire ça en médecine de famille aussi. Il y a ça, on va appliquer à Montréal. Puis finalement, ben, j'ai pas eu mes 2 premiers choix qui étaient... C'est Verdun puis Cité de la Santé. Dans le temps, c'était les endroits où tu pouvais faire, les médecins de famille couvraient les soins intensifs dans ces 2 unités-là. Donc, fait que j'ai eu mon 3e choix qui était Sacré-Cœur à l'unité Bordeaux-Cartierville. L'UMF de Bordeaux-Cartierville qui est associé à Sacré-Cœur. Fait que, tu sais, là, j'avais Sacré-Cœur qui est comme, tu sais, un gros hôpital de trauma. Mais, tu sais, bon, le Bordeaux-Cartierville, parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment, tu sais, une belle, un beau GMF, puis tout ça. Puis finalement, ben, j'ai découvert des patrons, là, qui sont devenus des mentors, puis qui faisaient beaucoup d'obstétrique. Fait que c'est comme ça que j'ai lâché ma vision de urgence, ça, pour tomber en amour avec le côté plus obstétrical. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement du côté obstétrical? Ben, c'est en fait, si je compare ça à l'urgence, j'ai comme 5 gros algorithmes, dans le sens, j'ai l'hémorragie, la dystocie, en termes d'urgence obstétricale, je gère ça encore aujourd'hui. Fait que j'avais cherché un petit peu ce côté-là. Puis, tout l'aspect là, familial, puis de moins 9 à 99, comme je pouvais... C'est l'ouverture. Ça me permet d'aller chercher mon moins 9 mois, tu sais. Fait que vraiment, je trouve qu'il n'y a pas plus complet parce que, tu sais, c'est du début, là, pratiquement en infertilité même, tu sais, jusqu'à la vie. Le vieillage, là. Donc, qu'est-ce qui fait la grosse différence dans faire ça ou devenir obstétricien, gynécologue? Ben, le côté chirurgicale, malheureusement, que j'aime, tu sais, d'être en salle d'opération. J'aimais pas ça. Fait que je me voyais mal. Donc, il y avait ce côté-là que j'aimais moins, vu que c'est une spécialisation plus chirurgicale versus médicus, là. Donc, c'est ça qui m'avait retenu un petit peu, parce que j'y avais pensé, là, durant mon externat, ça a super bien été, là, mes stages d'obstétrique, puis, tu sais, j'aimais ça. Mais, ouais. C'était plus ça qui a fait que... Puis est-ce que vous avez un suivi plus à long terme avec les patients? Est-ce que la tâche en tant que telle, au jour le jour, en ce moment, est différente, à part la tâche chirurgicale? Oui, dans le terme, tu sais, comme on se met des limites, là. Je veux dire, on est une première ligne, là. Fait qu'on essaie de respecter le fait que moi, je vais voir des grossesses, tu sais, normales ou des grossesses à faible risque. Quoique, tu sais, en ce moment, en 2022, des grossesses à faible risque, tu sais, sans risque, on va dire, là, sans risque, il n'y en a plus beaucoup, là. Puis je leur dis que je mets aucun risque, mettons, de préclampsie ou aucun risque de travail prématuré, là, tu sais, qui n'ont pas de facteur de risque, sont rares. Mais on est aussi bien placé parce qu'on est très bon pour traiter la haute pression, on est très bon pour traiter le diabète, on est, tu sais, la prématurité, on les suit, les bébés prématurés après, donc, tu sais, avec l'aide des pédiatres, mais dans le sens qu'on a une évolution, on sait comment ces pathologies-là peuvent avoir un impact à long terme sur le restant de la famille, autant chez la maman que le bébé. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis
à l'hôpital, on voit les deux. Là. Ils n'ont pas besoin de 2 personnes. Je trouve vraiment que j'ai je le dis souvent aux patients, dans les 3 types de médecins, de personnes, on va dire, qui peuvent accoucher, suivre une grossesse au Québec. On a les sages-femmes, les médecins de famille, puis les gynécologues, les gynéco-obstétriciens. On est quand même choyés parce que, je trouve qu'on a le meilleur des 2 mondes. On offre le service et pour les mamans et pour les bébés. En tout cas, oui, c'est ça. Fait que vous avez vos journées... Est-ce que vous avez encore des journées cliniques? Oui. Ouais, vous avez vos journées cliniques, vous avez vos journées d'obstétrique aussi? Oui. Mais ces patients-là, vous les voyez également en clinique ou c'est vraiment séparé? Je pense que toutes les possibilités sont là dans le sens que moi, de la manière que... Je vais juste te dire, concrètement comment je prépare mon horaire, là, parce que c'est plus facile de comprendre, je trouve, de cette manière-là. Moi, je reçois mon horaire de garde, puis j'ai 2 types de gardes. Là. J'ai les gardes en obstétrique, fait que c'est vraiment moi, le médecin, qui est sur place, puis qui couvre là, tout ce qui peut rentrer à l'urgence obstétricale. Donc, que ça soit pour un accouchement ou une pathologie reliée à la grossesse. Fait qu'on a vraiment la porte ouverte là, sur... comme une autre urgence. Là. On voit de tout. Puis, ensuite de ça, j'ai aussi... Nous, on couvre la maternité, qu'on appelle. Donc, quand les mamans y ont accouché avec leur bébé. Fait qu'on a des gardes d'obstétrique puis des gardes de maternité. Okay. Puis là, je place ça dans mon horaire. Puis après ça, il faut qu'à chaque semaine, je vois ces patientes-là, mes patientes qui sont enceintes. Puis c'est des patientes qui n'ont pas de médecin de famille, des patientes dont je suis le médecin de famille, puis des patientes de mes collègues aussi là, dans mon GMF, parce que je travaille en GMF. Donc, je vois toutes ces patientes-là de grossesse. Puis on se rappelle qu'ils ont entre 12 et 16 rendez-vous pendant leur grossesse. Alors, pour le nombre que moi, j'accouche par année, là, je fais autour de 2 à 3 demi-journées de grossesse par semaine. Mais là, il faut que je rentre en plus mes nouveau-nés puis les postpartum. Fait que là-dedans. Le restant qui reste. S'il en reste. S'il en reste. Mais heureusement, il en reste. Là. Mais là, je vais couvrir mes obligations. Là. Enfin, pas des obligations, mais je vais voir ma médecine familiale. Donc, le restant de ma population qui sont inscrites à mon nom. Puis, je vais faire le sans rendez-vous, là, la garde GMF. Puis, est-ce que vous avez le droit d'avoir moins de patients inscrits à votre nom à cause des tâches que vous avez en obstétrique? Le droit est... oui. On a le droit à une exemption, là, une dérogation qu'ils appellent. Donc, qu'on peut demander là, à la RAMQ pour avoir... Mais tu sais, ça, c'est du monétaire, là, on s'entend. Là. Donc, pour avoir les mêmes forfaits que quelqu'un qui a plus que 500 patients inscrits à son nom, mais en avoir moins à son nom, mais que ça nous facture, ça nous donne le même montant, étant donné la tâche que l'on a quand on fait de l'obstétrique. OK. Je savais pas que c'était vraiment une question de facturation. Moi, je pensais que c'était une obligation d'avoir 500 patients. En fait, ça dépend de ton activité médicale particulière. Donc, quand tu deviens médecin de famille, en fait, tu as une obligation de participer à des AMP. Donc, moi, mon AMP, c'est l'obstétrique. Mais il y en a qui font de l'obstétrique que leur AMP, c'est de la prise en charge au bureau. Fait que là, eux doivent avoir 500 patients. Je comprends. Mais moi, mon AMP, c'est l'obstétrique. Donc, mon obligation, c'est de participer à la garde en obstétrique. Puis chaque DRMG, chaque département régional de médecine générale, attribue le nombre d'AMP qu'ils ont besoin pour couvrir les besoins de leur région. Là. Okay. Puis ce qu'on entend souvent du côté négatif de gynéco-obstétrique, c'est comme les gardes... qui sont vraiment occupés, puis souvent de nuit aussi, des nuits très occupées. Est-ce qu'il y a ça aussi dans votre réalité? C'est ça la beauté de la médecine de famille, la malléabilité de ta pratique. Fait que, tu sais, que tu pratiques à l'île de la Madeleine, Sept-Îles, Gatineau, Saint-Eustache, Nunavut. Tu sais, je veux dire, tu peux y aller avec ton besoin. Tu sais, moi, j'aime... Puis avec tes priorités, puis ce que tu veux faire...
moi, ma priorité, c'était de retourner dans l'Outaouais. Donc, je me suis adaptée aux besoins de la région puis comment ça fonctionnait dans la région. Mais, tu sais, j'ai des gens qui travaillent à l'île de la Madeleine. Ben eux, tu sais, ils sont pas de garde en obstétrique. Mais, tu sais, ils couvrent tout le temps. La pagette est là tout le temps, mais le débit est tellement faible qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps quelqu'un à la salle d'accouchement. Mais nous, on a un haut débit à l'obstétrique. Les médecins de famille en Outaouais, on couvre beaucoup de grossesses. Donc, on a besoin de tout le temps quelqu'un. Sauf que quand j'ai débuté, on faisait des 24 heures de garde. Ben maintenant, tu sais, on a suivi un petit peu ce que, tu sais, la FMRQ suggérait que 16 heures, plus de 16 heures, c'est pas trop bon. Ben on s'est dit, ben si c'est pas bon pour des résidents, ça doit pas être bon pour des médecins de famille non plus. Puis, ben on a diminué nos gardes pour ceux qui le voulaient. Fait que j'ai des collègues qui font encore des 24 heures parce que eux aiment mieux faire un 24 heures moins souvent que 2 12 heures, tu sais. Fait qu'on on fait l'équilibre comme ça. Puis je pense qu'au début de ma pratique, ça m'allait bien de faire des 24 heures. Puis maintenant, ben, après 12 heures de go, j'ai hâte de, tu sais, regarde, ces grossesses-là sont compliquées, là, ce travail-là est compliqué. J'ai hâte que ma collègue, elle arrive 12 heures plus tard, puis faire comme, OK, grosse journée. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai déjà eu des gardes de 24 heures où j'ai fait du 12-13 accouchements. Puis, ben maintenant, tu sais, 1, 2, 3, puis ça me suffit amplement. Puis, tu sais, je retourne chez nous, puis je sais que tout le monde est tu sais, que j'étais là avec toute ma capacité. Puis on s'organise. Tu sais, on s'organise. Mais moi, j'adore ça, les nuits, là. Parce que le monde, ils viennent pas pour rien en obstétrique, la nuit. Tu sais, ils viennent pour accoucher. Ils viennent pas parce que, tu sais, ici, puis ça, puis ça, puis ça, tu sais. Puis c'est bien correct, là. Je suis là aussi pour les rassurer, tu sais, quand ils ont... Mais c'est ça. Fait que pendant le jour, on a les consultations de l'externe, on a les inductions de la clinique des grossesses à risque, on a ci, on a ça, tu sais. Fait que des fois, une petite nuit, ça fait du bien. Parce que c'est accoucher, c'est ça qu'on aime, tu sais. C'est ça. Fait que ça passe vite, vu que c'est quelque chose que vous appréciez. Oui, Puis à quelle fréquence vous faites des chiffres de nuit, à peu près? Oui, ben moi, c'est à peu... Ben, chiffre de nuit... À peu près 1 ou 2 par mois, là, je te dirais. Ça a diminué parce que chaque milieu a un petit peu, tu sais, son mode de fonctionnement. Ouais. Nous, à Gatineau, on est, j'espère que je dis les bons chiffres, 18, entre 16 ou 18 là, omni-accoucheurs. Puis on a décidé de diviser le groupe en 3 débits. Fait que selon ton débit d'accouchement, combien de patientes tu suis, tu sais, combien t'apportes au groupe. Parce que nous, on est toutes poolées, tu sais. Il y a une personne de garde qui accouche les patientes de tout le monde à l'hôpital. Donc, si c'est sûr que si tu vois, je sais pas, là, mettons, une vingtaine de grossesses, une nouvelle grossesse par mois, puis que l'autre à côté en voit juste 4-5, ben c'est pas injuste. C'est un peu injuste que vous ayez le même nombre de gardes. Fait que tu travailles plus, ben t'es plus souvent à la salle d'accouchement. Fait que moi, je suis dans le faible à moyen débit, mais ça me convient parfaitement. Je trouve que c'est mon bon rythme de vie avec ma situation familiale puis tout ça. Donc, on finit par trouver. Puis, si je veux en faire plus, ben j'ai juste à prendre plus de grossesse en charge. Puis, ben je vais 6 mois plus tard, je vais être dans un groupe à plus haut débit. Donc, je vais avoir plus de garde, mais avoir moins de journées pour voir ma médecine familiale, par exemple. Fait que, c'est vraiment un équilibre qu'on réussit à trouver avec le temps, je pense. Puis, je pense que ça va faire 14 ans. J'ai commencé à pratiquer en 2008. Là. Puis je pense qu'à tous les 6 mois, je change différemment mon horaire. Avant, j'avais vraiment des demi-journées grossesse, demi-journées postpartum nouveau-né, demi-journée médecine de famille. C'était plus facile pour mon cerveau d'établir les choses. Maintenant, j'aime ça changer. Des fois, une grossesse, des fois, une médecine de famille, des fois, un petit bébé, des fois... ça change. Fait que je pense que ça permet... C'est ça la beauté aussi de la médecine de famille, c'est que je peux modifier selon mon âge, mon besoin de sommeil, ce que j'aime plus, ce qui me convient, ce qui me convient plus. La seule demande en médecine de famille, c'est de t'assurer que tu te formes bien pour
puis de bien établir tes propres limites. Fait que, tu sais, si du jour au lendemain, je veux lâcher l'obstétrique, puis je veux aller faire du musculo-squelettique, ben, tu sais, c'est parfait, là. Je peux me remettre à faire des infiltrations, puis à faire des évaluations, puis tout ça, mais il faut que je me trouve un mentor, puis il faut que je fasse de la formation supplémentaire, puis, tu sais, il faut que je puisse prouver à quelqu'un de l'au-delà, mettons le collège, que tu sais, j'ai acquis les compétences nécessaires pour faire ces choses-là, mais tu sais, c'est ça la beauté de la chose. C'est flexible. Ouais, c'est la flexibilité. Puis, tu sais, avant, j'étais célibataire, pas de famille, mais tu sais, ça me convenait bien, là, de passer de 8 heures le matin à 8 heures le soir au bureau, là. Mais là, mère célibataire avec un enfant de 2 ans, c'est plus pareil. Ouais. Les besoins sont plus là, mais la médecine de famille m'a permis de faire ces changements-là sans trop débalancer l'horaire des autres ou de donner cette charge-là supplémentaire à mon équipe, tu sais. Sans avoir une pression aussi de l'équipe là, Oui, pour c'est ça, avoir exactement. à garder un certain... Oui, tout à fait. Juste quelque chose, vous avez dit il y a une couple de minutes, là, vous avez dit que pour vous, vous vouliez retourner en Outaouais. Genre, il n'y avait pas de doute là-dedans. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui faisait là, que Ma famille. ça proche de la famille? Mon frère était là en Outaouais avec mon ancienne belle-sœur qui était la pédiatre là, qui m'a inspirée à aller en médecine, pour ne pas la nommer. Puis ben finalement, ensuite de ça, tu sais, 1 an après que moi, mon frère est arrivé, 1 an après, moi, je suis arrivée, puis 1 an après, mes parents sont venus nous rejoindre. Fait que là, la majorité de ma famille était rendue en Outaouais. Puis, tu sais, mes 3 années, là, ben, tu sais, les années que j'ai vécues en Outaouais, je me reconnaissais plus dans cette population-là que ce que je pouvais avoir vécu là, à Québec. Mais c'est pas rien pour... un ou l'autre, c'est moi qui a changé puis qui a découvert que c'était ça. Puis c'est un peu particulier parce que ce que je retrouve dans l'Outaouais, c'est cette diversité-là qui est plus qu'à Québec. Puis aussi, c'est un petit peu plus familier. Tu sais, les gens tutoient facilement. Puis, ben, dans la médecine de famille, moi, comme médecin de famille, je suis vraiment plus familière. Puis j'aimais ça, voir ça aussi dans mes stages, puis même pendant ma résidence. Tu sais, c'était rare les médecins de famille qui travaillaient en sarrau ou, tu sais, il y en a là, qui étaient en jeans, puis, tu sais, fait qu'il y a des journées que j'ai de l'air de ça, mais il y a d'autres journées que j'ai de l'air plus sporty, ou, tu sais, fait que, comme, je trouve qu'il y avait je m'adapte autant dans, tu sais, ça écoute la personnalité que je suis, puis ça, je pense que c'est important, tu sais, pendant nos stages d'externat, de voir, hey, tu sais, qui me ressemble? En général, là, dans cette spécialité-là, là, je fit-tu, moi, ou je suis un extraterrestre dans cette gang-là? Puis je pense que, tu sais, sans l'avoir dû à l'écrire ou à l'expliquer, il y avait une petite voix qui me disait, il me semble que tu fit avec le monde de la médecine de famille, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis là, ça a comme bien donné que vous avez pu faire de l'obstétrique en Outaouais. Est-ce que c'est partout accessible de faire de l'obstétrique en tant que médecin de famille? Ben, je pense que dans chaque région, là, il y en a, puis il y a des gens qui en manquent, il y a des régions qui en manquent. Tu sais, l'Outaouais, ça va par vague, là. Tu sais, récemment, on a quelqu'un qui quitte pour une autre région. Fait qu'on avait un poste ouvert. Puis, tu sais, des fois, on a 5-6 applications en entrevue. Puis là, finalement, on en avait une. Fait que c'est elle qui a eu le poste. Mais tu sais, c'est très vague. Il y a des années qu'on était non. Puis il y a d'autres années que, ben, c'est ça. Mais on n'a jamais, en tout cas, depuis les 14 dernières années, on n'a jamais été en manque. On a surtout eu plus fait de refus. Okay. Mais ça, c'est la condition de l'Outaouais. Je pense pas que c'est pareil dans toutes les régions, là. Okay. Puis, comment ça se passe, l'interaction avec les gynéco-obstétriciens? Ouais. Est-ce que la séparation est claire que c'est les grossesses peu de risque, mettons, faible risque? C'est les médecins de famille et celles à haut risque, c'est les obstétriciens? Ou c'est plus comme un mélange que les obstétriciens qui veulent faire aussi des
des grossesses à faible risque? C'est une super bonne question. Elle est très d'appoint en plus parce que, tu sais, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouveau service qui s'appelle service québécois qui s'appelle Ma Grossesse. Là, j'espère que c'est la bonne affaire. Magrossesse.ca ou quelque chose comme ça. Où là, c'était une problématique dans certaines régions où les patientes n'arrivent pas à avoir un suivi de grossesse. C'est très tardif ou même jamais. Puis, donc, pour régler ça, au Québec, ils ont fait un service. Fait qu'en fait, les patientes, ils vont faire leur avis de grossesse. Là. Avant, on remplissait ça, on envoyait ça au CLSC, mais c'était le médecin qui suivait la grossesse qui le faisait. Là. Maintenant, les patientes peuvent accéder à ça en ligne. Puis, il y a une infirmière qui, tu sais, si c'est mentionné qu'ils n'ont pas, selon les besoins, puis tout ça, est-ce que c'est des familles vulnérables? Et, bon, ben ils ont un appel là, de ces... Je sais pas si c'est une adjointe, une commis ou une infirmière, là, whatever. Je pense que c'est différent d'une région à l'autre. Et puis, ben, pour aider les femmes à avoir rapidement là, un service. Okay. Parce qu'on sait que c'est important. Mais en Outaouais, il y a des gens qui avaient de la misère, mais la grande majorité arrivait à en trouver, ce qui fait que c'était un peu le choix de la patiente, tu sais. Ce qu'elle connaît des gens autour d'elle ou ce qu'elle a déjà vécu. Donc, elle choisissait, bon, c'est-tu sage-femme, c'est-tu gynéco-obstétricien, c'est-tu, bon, puis c'est mon amie, puis ici, puis je connais elle, puis tu sais, c'était un peu plus comme ça. Puis c'est des fois sur le coup, quand tu vois le dossier, puis t'es comme, oh my God, OK, ça aurait dû être un cas de gynéco, ou tu sais, tu sais. Fait que, à cause qu'il n'y a pas vraiment de triage à la base avant même le choix avant même le premier rendez-vous, ben ça fait que moi je peux voir des grossesses plus compliquées. Puis là c'est à moi de choisir si c'est une grossesse vraiment que je peux pas suivre. Exemple flagrant, ben tu sais plus facile, mettons, à faire. Une grossesse gémellaire, j'en fais pas, moi. Je fais aucune grossesse gémellaire. Il y a certaines régions qui pourraient faire, mettons, les DIDI, tu sais, donc les grossesses gémellaires plus à bas risque, là, qui pourraient être faites par les médecins de famille. C'est quoi une grossesse gémellaire? Des jumeaux. Ouais. Je sais pas ça, je ne sais pas ce terme-là. Non, c'est correct. Mais les monodis puis les mono sont vraiment plus à risque. Fait que chaque, donc, ça, c'est clair pour moi. À l'écho du premier trimestre, je vois deux transferts au gynéco. Là, Mais toutes les autres choses, ben là, c'est à moi de voir, OK, est-ce que vraiment j'ai des risques très élevés de devoir un moment donné, avoir à la transférer ou avoir même à transférer dans un milieu tertiaire, parce que nous, on n'est pas un milieu tertiaire. Donc, comme le milieu tertiaire, nous, proche de nous, c'est Ottawa, là. Donc, est-ce que je dois la transférer à Ottawa ou je dois la transférer à un gynécologue à Gatineau? Donc, ça, c'est un choix, tu sais. Fait que, malheureusement, encore, c'est pas parfait. C'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait quelqu'un qui fasse un triage à l'appel, tu sais, de la première personne. OK, à quel endroit voulez-vous accoucher? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent accoucher à la maison de naissance, qu'elles le peuvent pas ou qu'elles n'ont pas accès. Fait que là, ils leur disent, allez voir un médecin, puis, tu sais, on va vous rappeler quand on va avoir de la place. Mais peut-être qu'on n'aura pas de place avant que vous accouchiez. T'sais. Fait que c'est un peu plate pour les deux côtés. Là, je veux dire, de la patiente puis moi qui est le second choix. Là, mais heureusement, ça n'arrive pas souvent. On essaie de respecter le plus possible les choix de la patiente. Préférence. Ouais. Mais tu sais, donc, d'avoir ce questionnaire-là à l'avance puis de faire comme, OK, non, tu sais, vous avez vraiment comme des problématiques, des médicaments, des si, tu sais, on va vous référer vers le gynéco-obstétricien. Puis après ça, c'est la localisation. La patiente qui est à faible revenu, peut-être qu'elle n'aura pas de place pour aller dans le fin fond de Gatineau. Peut-être qu'on est mieux de donner un rendez-vous avec un médecin proche de chez elle. Puis pour ce qui est de la deuxième partie de ta question, l'entente, mais je pense que ça va... Nous, ça va être très, très bien, là, dans le sens que, moi, j'ai vraiment une bonne entente avec tous les gynécologues. On fait, on respecte chacun les compétences de l'autre. Je pense que tout le monde comprend que le mieux, c'est d'avoir une bonne entente, tout le monde, là, que ça soit personnel, mais autant pour les patientes aussi. Parce que, on veut se sentir... appuyé, puis pas tout le temps juger, puis critiquer à chaque fois qu'on fait quelque chose. Là. Fait que, mais non, on a une super équipe, là, je trouve. Fait que je suis chanceuse, mais je peux pas parler pour les autres. Là. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, à Sacré-Cœur aussi, il y avait une super bonne
une super bonne entente. Fait que je pense que les 2 milieux que j'ai connus le plus, ça se passait bien. ça se passait bien. Bon, est-ce que j'entends des histoires? Oui, mais ça, des histoires de même, il y en a partout. C'est pas juste le milieu obstétrical. Là. Dans n'importe quel domaine. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, vraiment, je trouve vraiment que c'est une belle possibilité. Puis encore là, ça montre que comment la médecine de famille, ça fonctionne à tous les niveaux. Là, on est la première ligne. Fait que, moi, je dis toujours, je suis la spécialiste du normal. Mm-hmm. Et moi, là, je peux dire si c'est normal. Si je peux pas dire si c'est normal, là, je sais pas trop. Je peux être dans un gris, un flou. Là, c'est à moi de déterminer avec bon jugement clinique, est-ce que c'est du anormal bénin, puis que je suis capable de gérer ça, ou c'est ouf, non, OK, là, ça a besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience. Puis, donc, est-ce que ça fait partie de mes capacités de bien gérer ça selon les évidences actuelles, ou ouf, je suis mieux d'aller voir quelqu'un là, qui a plus d'expérience que moi. Puis ça, c'est pas juste en obstétrique, c'est dans toute la médecine de famille. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez le moins de votre pratique en ce moment? On peut-tu skipper cette question-là pour encourager les gens à aller en médecine de famille? On peut dire ce que vous aimez le moins puis ce que vous aimez le plus après. Comme ça va contrebalance. Okay, parfait, c'est bon. It's a deal. En fait, ce que j'aime moins, c'est tout ce qui n'est pas de la médecine. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est la pression politique. J'ai juste l'impression, puis c'est ça que je voulais pas nécessairement trop en parler, mais avant chaque grosse élection, il y a un petit peu, depuis, je te dirais, les 3 dernières élections, il y a un peu de bashing, comme sur le dos des médecins, puis peut-être plus les médecins de famille, parce qu'on est la première ligne, puis c'est ça que les gens se plaignent. La population se plaignent d'avoir accès, ils n'ont pas d'accès aux soins de santé ou moins d'accès aux soins de santé ou pas à la vitesse qu'ils voudraient ou pas à l'intensité qu'ils voudraient. Donc, c'est sûr, c'est ça. Avant chaque, tout le monde pense, chaque parti politique pense avoir trouvé la solution, puis votez pour nous parce que nous mais c'est ça. Moi, on va voir. Ouais, c'est ça. Fait que faut pas que j'écoute ça. Puis à chaque fois, dans ces airs-là, les mois avant ça, j'écoute plus les nouvelles, puis j'écoute plus rien parce que, je suis une personne sensible, puis ça vient m'affecter. Puis, je veux dire, je me considère pas comme un médecin paresseux, là. J'ai l'impression que je travaille tout le temps, puis je suis tout le temps là-dedans, mais sauf que statistiquement, quand ils parlent de médecins paresseux, c'est vraiment moi qui parle, là. J'ai 600 patients, j'ai un équivalent de 900 patients avec mes médecins. Mais si on parle juste de moi, je suis un médecin de famille, puis je devrais faire de la médecine de famille, je devrais pas faire de l'obstétrique. Je suis pas quelqu'un qui fait du haut débit, puis qui est efficace, puis que c'est pas payant de m'avoir à bord, là, parce qu'en termes de quantité, puis c'est ça le capital politique en ce moment, c'est en termes de quantité. Il faut être accessible tant de pourcentage de temps pour tant de pourcentage de patients, en tant de temps. C'est de la quantité, là. Mais moi, ma spécialité, c'est la qualité. Puis il faut toujours que je me le rappelle. À tous les jours, je vous le dis, là, je finis mon bureau, puis il faut que je me rappelle pourquoi je fais ça. Puis je pense que c'est comme ça que j'arrive à survivre puis à pas écouter ce qui se passe. Je me dis, mes patients, ils m'aiment, j'espère. Je me le fais dire, là, du moins, tu sais. Je veux pas le savoir, sinon. Mes patients m'aiment, sont contents du service que je leur offre, du temps que je leur apporte. Mais c'est sûr que, mais ça, c'est à défaut d'en voir 40 dans une journée. Fait que, on m'a déjà dit, tu peux voir 40 personnes ou tu peux en traiter 10, t'sais. Fait que choisis ce que tu veux. Mais c'est ça que je me rappelle à tous les jours. Que moi, j'ai choisi. Moi, là, c'est personnel, là. Je suis contente qu'il y en a qui envoient 40 parce que eux, là, ils sont bien aimés du gouvernement. Puis ils m'ôtent de la pression sur mes épaules, tu sais. Je suis contente de ça. Puis je dis pas qu'ils font une mauvaise job. Je dis juste que moi, ma priorité à moi pour bien dormir le soir, pour aimer continuer à faire ça pour encore, tu sais, 20 ans, 25 ans, c'est que je veux que mes priorités, puis moi, c'est la qualité. Fait que moi, je vois entre 8 et 12 patients par jour, incluant mes grossesses, mais c'est ça que j'ai décidé. Puis souvent, en plus, j'ai l'impression que
on oublie que les médecins de famille sont partout, là. Ouais. Ils sont vraiment pas juste en clinique, mais ils ça. sont en Ouais. Ils répondent à d'autres l'urgence. besoins. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est difficile de juste se baser sur des statistiques pures pour... Ben, c'est ça qu'on reproche tout le temps, mais en même temps, je sais, tu sais, pour avoir comme, tu sais, fait certains projets, ça prend des données et c'est comme les études, tu sais, le evidence-based medicine, c'est basé sur des statistiques puis c'est comme ça qu'on fait une bonne médecine, mais fait que j'imagine que c'est comme ça qu'on crée un bon système de santé, mais en même temps, il y a des, tu sais, en ce moment, il y a des besoins partout, puis, tu sais, je trouve que la médecine, c'est complexe, mais c'est facile pour moi comparé à comprendre la politique, là. Ça, c'est encore vraiment plus complexe. Ouais. Mais je pense que ça passe par l'éducation. Puis tant il y a aussi longtemps qu'on ne va pas avoir un meilleur système d'éducation à la base pour éduquer sur une meilleure santé, puis quand est-ce consulter, puis c'est quoi les bons sites, les bonnes informations à garder, puis à tenir compte, bien, notre système de santé ne va pas nécessairement s'améliorer parce qu'on ne peut pas en former 75 millions des médecins de famille, là. Puis il va toujours avoir une demande supplémentaire. Puis sinon, à l'inverse, là. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez le plus? Ouais. Tu sais, dans médecin de famille, puis c'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime mieux le terme médecin de famille que médecine générale, parce que j'y crois encore, tu sais, à la relation thérapeutique avec toute la famille, tu sais. Connaît tous les enfants, les parents, les grands-parents, tu sais, tous ces liens-là, puis un affecte l'autre. Fait que, tu sais, des fois, dans un rendez-vous, là, je finis par parler de 3-4 patients, là, mais j'en facture juste un, là. Il y en a juste un devant ma face, mais, tu sais, dans ma pièce, puis que je peux facturer, hein, c'est ça, la RAMQ, tu sais. Mais tu sais, j'ai réglé le problème de 2-3 autres enfants, là, probablement. Fait que, avoir la vision totale aussi d'une personne, tu sais, son entourage. Tu sais, quand on est formé, là, ils nous forment sur quoi? Ils nous disent, tu sais, de vraiment faire centrer sur le patient, regarder ses besoins, sa réalité, tu sais, faut regarder les petites choses, tu sais, comment il est habillé, pas nécessairement, c'est-tu beau, c'est pas beau, non, mais tu sais, il semble-tu pouvoir s'acheter, tu sais, ou se fournir du linge adéquat, tu sais, fait que je vais pas aller parler... peut-être de l'infiltration à Saint-Sauveur à 500$, tu sais, peut-être que ça sera pas très bénéfique là, de savoir qu'il peut pas se payer quelque chose, lui, tu sais. Ouais. Donc, c'est ces petites choses-là là, que j'aime vraiment, de connaître tous les petits côtés. Ouais, c'est ça. Mais c'est long. Puis, tu sais, il y en a qui la médecine familiale, ça leur fait peur parce que, justement, c'est tellement varié que ça peut paraître comme beaucoup. Ouais. C'est comment ça, en réalité, gérer ça? Ben, c'est vrai. Puis c'est ce qui me faisait peur, puis c'est ce qui faisait que je voulais comme me spécialiser, tu sais, avant, là, donc avec la médecine interne, tu sais. C'est ce qui me faisait peur dans la médecine de famille. Donc, cette vaste la quantité astronomique d'informations. Mais à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais Ingrid, t'es médecin de famille, t'es pas urologue, neurologue, cardio. Tu sais, t'as pas besoin de tout savoir, là. Toi, ta spécialité, c'est la normale. Fait qu'il faut que je connaisse la normalité de tous mes systèmes. Fait que, tu sais, ça finit par diminuer la pression que tu te mets sur tes épaules. Puis, ben, je pense que moi, je m'en suis sortie dans cette incertitude-là en me spécialisant un petit peu. Donc, tu sais, je veux dire, dans une année, je fais ici et là quelques congrès de médecine générale, mais, tu sais, j'ai mes 3 congrès par année, là, de, tu sais, santé des femmes, gynéco-obstétrique, périnatalité, où, là, tu sais, je teste mes propres connaissances puis m'assurer que je suis encore à jour, là. Mais est-ce que je fais ça dans tous les autres domaines? Non, ce qui fait que, ben, tu sais, j'ai up-to-date, là, puis après ça, ben, j'ai tu sais, le conseil numérique puis j'ai mes spécialistes là, qui me supportent là-dedans.
mais tu sais, une des choses, c'est que je voulais pas être un dispatcher parce que ça, en tout cas, je sais pas si on l'entend encore, mais les médecins de famille, tu sais, c'est tout le temps en train de... Ça envoie à l'urgence, ça envoie ci, ça envoie ça, ils font pas de tests, ça n'a pas de bon sens. Lui, il demande tout le temps. Tu sais, ça, je voulais pas devenir ça. Mais ça veut dire que ça demande, tu sais, plus de lecture de tes cas particuliers. Ça demande de faire des bons questionnaires puis essayer de voir, tu sais. Fait que ça demande du temps. Ouais. Puis même avec le patient, j'ai l'impression. Oui, là, parce oui. que si dès que tu vois un premier symptôme, tu dispatches, c'est bien plus rapide que prendre le temps d'écouter puis essayer de vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a besoin. Mais ça, ce que j'aime, c'est que j'en ressors cette fierté-là de bien établir les priorités puis d'être capable de rassurer mon patient si lui voulait voir le dermatologue puis que je suis capable de le dire, non, regarde, j'ai les compétences pour t'aider, pour faire une partie du travail avec toi. Fait puis de vulgariser, tu sais, tu sais, je disais la relation thérapeutique, là, mais tu sais, moi, je fais beaucoup d'éducation, je vulgarise, parce que j'ai appris comme ça ma médecine, là, je l'ai downsizé, tu sais, de quelques degrés de difficulté, pour faciliter ma compréhension. Puis, ben, c'est ce que je l'explique de même aux patients. Fait que je parle beaucoup. Hein, vous pouvez le voir. Puis, de les rassurer puis de les éduquer. Regarde la prochaine fois, là, lis ça, puis je leur donne des documents, puis pour éviter qu'ils s'inquiètent à nouveau, puis qu'ils aient besoin d'aller voir sur les internets, puis qu'ils aient besoin, tu sais, non, gars, fais confiance. Je suis là, puis si t'écoutes ça, là, ça va bien aller. Ouais. Mais ça prend des années de relations thérapeutiques établies. Tu sais, tu peux pas faire ça en 5 minutes dans un rendez-vous quand ils te connaissent pas. Tu sais, avec mes patients, je suis capable de leur dire, regarde, ça fait 10 ans que je te prouve que, tu sais, on n'a pas manqué rien, là, t'es en de bonnes mains, là, ben continue à me faire confiance, même si c'est pas vraiment ce que tu penses que tu avais besoin qui est nécessaire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut certaines caractéristiques pour être un bon médecin de famille? Mais je pense qu'il faut de tout. T'sais, je l'ai dit tantôt, il faut le médecin qui fait du haut débit. J'en ai besoin, celui-là, parce qu'il faut couvrir. Mais il faut qu'il aille faire une type de pratique où il met ça fait que lui, là, je veux qu'il fasse du sans rendez-vous. Ouais. Je veux qu'il en fasse du débit puis qu'il aide le plus de monde possible. Moi, je suis pas bonne au sans rendez-vous. J'aime pas ça. Je me sens pas, ça vient pas chercher mes compétences. Puis c'est la beauté de la médecine de famille. Apprendre à connaître toi, puis après ça, utilise la médecine de famille pour former ta pratique qui te convient. Puis en plus, ça peut changer au courant de ta vie, à différentes étapes de ta vie. Donc, c'est le meilleur, là. J'ai posé un sujet qui est peut-être un peu tabou, là, je pense. Mais il y a peut-être des gens qui veulent se spécialiser parce que je pense que monétairement, on pense que c'est plus avantageux. Est-ce que ça l'est vraiment ou c'est vraiment dépendamment? Parce que j'ai l'impression que tu es payé, plus tu travailles, plus tu es payé. Fait... Ouais. C'est vrai que c'est un sujet vraiment tabou. Puis, tu sais, je connais juste certains, tu sais, vu que c'est pas partagé par tout le monde, c'est dur pour moi de répondre à ta question. Tu sais, moi, c'est sûr que l'obstétrique, ça a été bonifié il y a quelques années parce qu'on en manquait, là. fait que tu sais, moi, je vis très bien. Puis je trouve que, tu sais, mais c'est sûr que si tu regardes les salaires moyens de toutes les spécialités puis tu regardes les statistiques de la RAMQ puis nanana, ben oui, on est dans les bas, là, tu sais. Mais c'est en masse pour être bien, puis... Ben oui. Se sentir récompensé de son travail. Oui, puis tu sais, c'est ça, là, ils viennent encore de passer, là, il y a une loi, là, qui a été une entente qui a été signée, là, il y a même moins d'une semaine, là. Puis tu sais, c'est encore des bonbons, mais moi, ça non, ça marche pas avec moi, les bonbons, vois-en plus, tu vas avoir plus d'argent. Tu sais, non. La cote du bonheur, là, c'est pour beaucoup... Fait que, est-ce que c'est le 14 ans de pratique qui m'a appris ça, ou c'est juste ma personnalité de base qui est comme, hey, regarde, je suis capable de faire ci, ça qui me rend heureuse, puis le restant, ben, regarde, je l'écoute. Puis si ça s'adresse à moi en faisant ça, ben tant mieux, mais j'en ferai pas plus parce que là, je vais me perdre là-dedans. Donc, puis il faut regarder aussi, quand on regarde ces statistiques-là, l'argent que la RAMQ nous donne, des fois, nous, il faut le redonner à d'autres mondes.
OK? Fait que la RAMQ va me donner des choses, mettons, pour payer ma clinique, mon électronique. Mais moi, je leur donne à ma clinique. Fait que, exemple, les fertologues, puisque ça, c'est des gens des fois proches de moi, ben tu sais, si tu regardes les gynéco-obstétriciens, puis les fertologues, qui sont des gynéco-obstétriciens aussi, ben c'est parce qu'il y a une grosse partie de l'argent qui venait de la RAMQ, qui en réalité, c'était pour payer les frais là, de fertilité qui sont plus les transferts, puis tout ça coûte de l'argent. Là, les techniciennes qu'il faut, les embryologistes, tout ça qu'il faut payer. Des fois, ça nous vient de la RAMQ. Fait qu'il faut faire attention à ce qui nous reste dans nos poches. Puis ce que la RAMQ nous donne, ça peut être différent d'une pratique à l'autre, d'une spécialité à l'autre. Donc, moi, c'est ce que j'en comprends. Là. Je suis pas spécialiste de la finance de tous les médecins. Mais je trouverais ça plate, de ce que moi j'ai compris de la notion de bonheur dans la vie, que les gens choisissent leur spécialité en fonction de l'argent qu'ils font. Je pense qu'à long terme, c'est pas un choix qui... Ouais, mais ça, peut-être qu'ils vont aller voir leur médecin de famille un jour puis qu'ils vont leur dire, ben écoute, t'aurais peut-être dû prioriser ta qualité de vie en fonction de... Mais ça... Mais tu sais, moi, de ce que j'entends dans tout ça, c'est que même en respectant vos limites puis comment vous voulez faire votre pratique, si vous êtes vraiment correct, vraiment en masse, il n'y a pas de stress là-dedans. Là. Non. Je pense que c'est quand même... Ouais, puis je pense que tu peux... augmenter, il y a deux moyens de faire de l'argent dans la vie, là. Tu augmentes tes revenus ou tu diminues tes dépenses, là. C'est pas compliqué. En tout cas, j'ai appris. Puis, ben, tu sais, il y a des manières d'augmenter tes revenus. Tu peux, en tant que médecin de famille, aller faire de l'esthétique, là. Tu vas augmenter tes revenus. Tu peux aller travailler au privé. Bon, j'encourage pas ça, nécessairement, je sais pas. Mais, tu sais, ça se peut. Tu peux aller au gouvernement, avoir le même salaire que moi, mais avec un fonds de pension, tu n'as plus besoin de contribuer à tes REER. Tu sais, toutes les possibilités sont là. Fait que, tu sais, je pense que une fois que tu as choisi, tu sais, je pense qu'une fois que tu as choisi ta spécialité puis ce qui va te rendre heureux dans la vie, ben là, tu pourras regarder dans ça, qu'est-ce qui me convient, moi. Est-ce que, tu sais, je suis plus quelqu'un qui veut diminuer mes dépenses ou quelqu'un qui veut augmenter mes revenus? Puis, ben, tu feras avec. Ouais, avec ça. Selon les priorités. Là. Ouais. Sinon, avez-vous un dernier conseil pour des étudiants comme nous qui... Appliquer en médecine de famille, on en a besoin? Non. Ben, écoutez votre cœur, sérieux. Tu sais, faites l'exercice. Tu sais, si c'est pas... c'est peut-être au début de votre externat de faire cet exercice-là, puis de le refaire. Tu sais, je parle d'exercice que j'ai fait, que j'ai été obligée de faire, mais tu sais, pour appliquer au CARMS, mais de lettre de motivation, puis tu sais, juste de faire cet exercice-là, puis de voir quitter. Puis peut-être que, tu sais, comme moi, là, ça va changer non seulement au courant de ton externat, mais ça va changer aussi au courant de ta résidence, selon... c'est ça. Les obstacles dans la vie qui vont t'apprendre t'es qui, puis les belles rencontres qui vont te montrer comment ça peut être fantastique. Là, mais écoute, je peux-tu rajouter quelque chose? Parce que je vois que il y avait une petite question que tu m'avais demandé. Est-ce que tu as commencé à pratiquer tout de suite ou tu as fait un R2B là, qu'on appelle? J'y ai pensé. Parce que, tu sais, on sort de la résidence, un peu comme on sort de l'externat, tu sais, on est un petit peu... pas tout à fait... parce que moi, c'est peut-être ma personnalité, là, mais pas confiance en soi, tu sais, surmesurée, là, que OK, je suis prête, puis let's go, puis oui, je vais être bonne. Là. Donc, quand j'ai fini ma résidence, tu sais, moi, je pensais que j'avais encore besoin, tu sais, d'aller faire que de l'obstétrique, là, pour me spécialiser. Puis, heureusement, j'ai eu un mentor, Dr. Pellan, pour ne pas la nommer, qui m'a dit, non, tu sais, Ingrid, t'es prête. Puis, je suis comme, mais non, tu sais, là, j'ai pas vu ça, j'ai pas géré ça. Elle a dit, Ingrid, t'es prête. Va faire de l'argent tout de suite. T'sais, de toute façon, tu vas continuer à apprendre pour le restant, de mois en mois, d'accouchement en accouchement. Commence tout de suite, t'es prête. Puis j'ai écouté, je sais pas par quel moyen j'ai réussi à l'écouter puis à l'entendre, puis j'ai pas appliqué sur mon R2B. Puis je suis super contente de l'avoir fait finalement, tu sais, d'avoir tout de suite commencé, parce qu'on a un super beau programme avec la RAMQ. Il y a des bons, des fois, qui nous fait un mentor pour 20 accouchements.
Fait que nos 20 premiers accouchements, il y a un autre médecin d'expérience qui est là sur place avec nous. Donc, si on a des questions ou tout ça, mais quand t'es mais ils sont pas nécessairement dans la salle d'accouchement, tu sais, ça, il faut qu'ils soient sur le plancher. Fait que, tu sais, t'as une déchirure, tu sais, t'essayes tout de suite de, tu sais, t'es là, puis faut que ça soit toi qui gères tout ça, mais tu sais qu'il y a quelqu'un encore. Fait que c'est comme vraiment une étape entre, tu sais, la R1, la R2, puis là, t'es patron, mais tu sais, t'as quelqu'un encore. Puis restera toujours que, moi, je suis dans un milieu où les gynéco-obstétriciens sont là aussi. Fait que, tu sais, après ça, ben, c'était la vraie vie, mais il reste encore quelqu'un qui peut me chapeauter. Puis c'est ça que j'ai, tu sais, autant il y a la vastitude, ça, je sais pas si c'est un mot, de la médecine de famille, mais autant c'est quand même rassurant de savoir qu'au pire, il y a une deuxième ligne autour de nous qui peut nous appuyer. Puis d'où l'importance d'établir des bonnes relations puis d'apprendre à connaître les gens avec qui tu travailles. Mais il faut, là, vous touchez à tellement plein de choses qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes. On n'est pas tout seul, c'est ça qu'il faut se rappeler. Fait que, c'est beau, la médecine de famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment super. Puis aux auditeurs, n'oubliez pas d'aimer nos pages, d'en parler à nos amis. Puis écrivez-nous si vous voulez nous... Des questions, n'importe quoi. Écrivez-nous. On aime ça recevoir vos messages. Merci.